Oui, je peux me lancer. Les procurations, ce sont des documents juridiques qui confèrent à une autre personne qu'on appelle le procureur ou la procureure le droit de prendre des décisions en votre nom. Donc, vous qui créez la procuration ou qui signez la procuration, on vous nomme le mandant ou la mandante. Et le procureur, à travers la procuration, a le droit de prendre des décisions concernant le soin de votre personne, notamment vos soins de santé, si c'est une procuration relative aux soins de la personne, ou concernant vos biens, y compris votre argent et tout ce dont vous êtes propriétaire, si c'est une procuration relative aux biens. Bienvenue au balado Vieillir en toute vitalité, des conversations pour valoriser et renforcer le rôle des personnes aînées. Ce balado est produit par Prévention de la maltraitance des personnes âgées de l'Ontario et existe pour mieux comprendre les enjeux liés au vieillissement et comment mener une vie sécuritaire et épanouissante avec respect et dignité. Je suis Bénédicte Schopflin, je suis la directrice du réseau canadien pour la prévention de la maltraitance des aînés et votre animatrice pour cet épisode spécial en français cette semaine. Aujourd'hui, je suis accompagnée de ma co-animatrice Denise Lemire, défenseur des droits des personnes aînées et retraitées, et la présidente du réseau de prévention de la maltraitance des aînés francophones de l'Ontario. Merci de te joindre à moi aujourd'hui, Denise, pour cette conversation très importante sur les procurations. Oui, bonjour, bonjour à nos invités aussi et puis aux personnes dans l'auditoire. Ça me fait très plaisir d'être ici, surtout sur un sujet qui me tient pas mal à cœur et puis qui est un intérêt pas mal important au niveau des ateliers qu'on offre et puis où les gens participent avec beaucoup d'intérêt à ce sujet-là, donc la procuration. Puis moi, ça m'intéresse d'autant plus parce que je suis à une étape d'offrir la procuration à mon fils unique là, qui pourra dans les prochains mois là, déterminer, faire des précisions à ce sujet-là. Donc, moi, j'ai besoin de beaucoup plus d'infos. À ce niveau-là, j'ai besoin d'infos sur les défis qu'il y a, les précisions, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, où je peux aller pour aller chercher de l'info à ce sujet-là. Donc, on a des invités aujourd'hui pour qui vont nous donner des renseignements à ce sujet-là. J'ai bien hâte de vous entendre. Et oui, parce que souvent, les gens pensent qu'ils n'ont pas besoin d'une procuration, ils pensent que ça ne concerne que les personnes âgées ou que certains cas, alors qu'en fait, tout le monde devrait envisager d'en avoir une, surtout quand on est capable encore d'exprimer ses souhaits. Donc aujourd'hui, on va parler de tout ça et qui de mieux pour aborder ce sujet que Maître Jaël Bain et Maître Kayla Cardinal Lafrance, qui sont toutes deux avocates au Centre d'information juridique de l'Ontario. Bienvenue, Jaël et Kayla. Bonjour. Merci. Bonjour, merci pour l'invitation. C'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui sur ce balado. On attendait ça avec impatience avec Denise depuis la fin de l'année précédente. Donc on vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de nous rejoindre aujourd'hui pour discuter de ce sujet. Et on va commencer tout de suite, mais juste avant qu'on se lance, je voulais rajouter une précision qui est que euh, chaque province et territoire dispose de législations qui sont spécifiques en matière de procuration. Aujourd'hui, nous, on va se focaliser sur l'Ontario. Donc, les détails qu'on va partager et que Kayla et Jaël vont partager sont spécifiques à la province de l'Ontario, mais quand même d'intérêt. Et puis, on vous encourage à vous renseigner sur votre propre juridiction si vous résidez ailleurs dans le pays. Alors, on va commencer par une question enfin, peut-être pas toute simple, mais une question de base. Qu'est-ce que c'est qu'une procuration exactement et à quoi ça sert? Oui, je peux me lancer. Les procurations, ce sont des documents juridiques qui confèrent à une autre personne qu'on appelle le procureur ou la procureure le droit de prendre des décisions en votre nom. Donc, vous qui créez
la procuration ou qui signez la procuration, on vous nomme le mandant ou la mandante. Et le procureur, à travers la procuration, a le droit de prendre des décisions concernant le soin de votre personne, notamment vos soins de santé, si c'est une procuration relative aux soins de la personne, ou concernant vos biens, y compris votre argent et tout ce dont vous êtes propriétaire, si c'est une procuration relative aux biens. Donc, en d'autres mots, une procuration, c'est un document juridique régi par des législations spécifiques qui, une fois signé, confère le contrôle de vos décisions, de vos soins de santé et de vos biens à une autre personne. Donc, pourquoi est-ce qu'on veut faire ça? On veut créer ce genre de document en anticipant le moment où vous deveniez mentalement incapable. Ou aussi quand que les situations financières commencent à vous dépasser un peu, euh, ou aussi si vous anticipez une absence prolongée, il y a aussi certains types de procurations auxquelles on peut confier temporairement à une personne de confiance pour qu'elle puisse agir en votre nom. Cette dernière type de procuration, on ne va pas mettre l'emphase là-dessus parce que c'est quelque chose de temporaire. Nous, aujourd'hui, on va parler davantage des deux grandes catégories de procuration, la procuration relative aux soins de la personne et la procuration relative aux biens. C'est très intéressant déjà de savoir ça. Et qui peut établir une procuration? Pour établir une procuration, pour la procuration relative aux soins de la personne, on doit être âgé d'au moins 16 ans. Ok? Euh, il y a des distinctions quand que c'est la procuration relative aux biens. Donc, je vais faire très attention, mais peu importe, vous devez être mentalement capable pour signer une procuration. Donc, ça doit être anticipé pendant que vous ayez toujours la capacité. Donc, peut-être Jaël peut enchaîner avec qui peut établir une procuration relative aux biens, juste les spécificités qui sont distinctes de la procuration relative aux soins de la personne. Absolument. Merci, Kayla. Donc, avant de déterminer qui peut faire une procuration, il est important de préciser que pour la procuration pour les biens, il faut faire la différence entre deux types de procuration. Donc, il y a la procuration relative aux biens qui peut être temporaire ou une relation perpétuelle aux biens. Donc, quand on parle de temporaire, c'est vraiment limité dans le temps, c'est vraiment limité par une tâche vraiment spécifique. Donc, vous nommez une personne pour agir en votre nom, mais cette nomination se fait pendant que vous êtes capable. Donc, si vous avez la capacité, la personne peut quand même prendre une décision pour vous. Par exemple, si vous partez en voyage et que vous voulez, par exemple, que votre frère ait accès à votre compte de banque pour payer votre facture, donc de façon temporaire, ils pourront, avec la procuration, accéder à votre compte. Et quand on parle de la procuration perpétuelle, donc le nom le dit, ça perdure. Donc, à ce moment-là, cette personne peut agir en votre nom lorsque vous devenez mentalement incapable. Et avec ce type de procuration, c'est aussi possible de dire et d'expliquer expressément que le procureur peut continuer d'agir pour vous si vous devenez mentalement incapable. Donc, il faut vraiment le préciser. Donc, que ce soit la procuration temporaire, la procuration perpétuelle relative aux biens, il faut que vous ayez au moins 18 ans et que la personne que vous nommez comme procureur ait au moins 18 ans. Donc, il faut que cette personne soit un adulte pour pouvoir prendre des décisions en votre nom parce qu'il peut s'agir de vos finances, de vos biens. Donc, il faut que cette personne ait ce qu'on appelle la capacité. Aussi, non seulement vous devez avoir 18 ans, vous devez aussi avoir ce qu'on appelle la capacité. Donc, être mentalement capable à signer la procuration. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, ça veut dire, par exemple, de comprendre les renseignements
pertinents relatifs à une décision, ou encore évaluer c'est quoi les risques et les conséquences de prendre ce genre de décision. Par exemple, savoir c'est quoi vos biens et sa valeur, être au courant que le procureur peut agir en votre nom, que vous êtes capable de révoquer une procuration ou que vous êtes conscient qu'il peut y avoir un risque que le procureur peut abuser de ses pouvoirs. Donc, c'est vraiment 18 ans et avoir la capacité. Puis détail pour la capacité mentale quand on parle de la procuration relative aux soins de la personne. Une, une personne est jugée mentalement capable euh, pour ce genre de procuration si elle est en mesure de comprendre que le procureur qu'elle nomme s'intéresse réellement à son bien-être. Donc ça de un. Et aussi qu'elle se rend compte qu'elle peut avoir besoin que le ou la procureure prenne des décisions pour elle euh, à l'avenir. Donc ça, c'est... on est en train d'expliquer les grandes lignes. Évidemment, il y a plus de nuances que juste ça, mais c'est le genre de choses qu'on va regarder pour vérifier la capacité mentale. Donc, comme moi, c'est assez simple, hein. J'ai juste un fils unique. Mais si une personne dans une famille a plusieurs enfants ou des petits-enfants, comment ils font pour pour choisir un procureur ou une procureure? Comment, tu sais, tu sais, comme je vous ai entendu au niveau de la capacité mentale, puis etc., mais est-ce qu'il y a d'autres, tu sais, comment on fait pour choisir notre procureur? Puis, il y a du monde qui n'a pas d'enfants non plus. Donc, tu sais, ça peut être un ami, j'imagine, etc. Mais comment on fait là, pour vraiment avoir confiance en cette personne-là là, pour choisir là, pour notre choix? Oui, il y a vraiment, il y a des critères importants à considérer pour guider votre choix, parce que c'est quand même important que vous choisissez une personne, premièrement, en qui que vous avez confiance. Donc, la confiance est un critère clé parce que cette personne, il peut utiliser votre argent à d'autres fins ou prendre, par exemple, si on prend la procuration ou bien, peut prendre des décisions qui vont contre vos intérêts. Donc, encore une fois, il faut choisir la personne qui a aussi la capacité et l'âge légal pour pouvoir agir en tant que procureur. Il faut que cette personne ait la compétence. Donc, quand on parle de compétence, c'est vraiment avoir une compréhension de c'est quoi vos intentions, c'est quoi vos attentes et ne pas agir de façon contraire à vos intérêts. Il faut aussi que cette personne accepte de devenir le procureur. Parce que même si vous nommez quelqu'un de procureur, elle n'a aucune obligation d'assumer le rôle. Donc, elle peut toujours aussi refuser. C'est pourquoi il est toujours bien important peut-être d'en discuter avec la personne pour savoir si oui ou non elle est prête à assumer sa qualité de procureur. Et en même temps, il faut toujours songer à avoir un remplaçant. Donc, au cas où la personne ne sera pas en mesure d'exercer ce rôle ou veut refuser ce rôle. Euh, un autre aspect qui est aussi important, c'est il faut que la personne soit compétente de façon financière et responsable, surtout quand on parle du niveau financier. Donc, il faut que cette personne soit capable de gérer son propre argent. C'est une bonne indication de savoir que cette personne sera capable de gérer aussi votre argent sans en abuser ou sans dépenser pour elle-même. OK, donc ça vous donne pas mal d'indices. Qu'est-ce qui arrive si, par exemple, dans une famille, on nomme un procureur ou une procureure, mais que les enfants ou les sœurs, les frères sont pas d'accord avec le choix? Ou qu'est-ce qui arrive quand il y a quelque chose qui se passe, puis ces personnes-là sont pas d'accord avec ce que le procureur ou la procureure a fait, a pris les décisions. Ça, comment ça marche, ça? Oui. Euh, D'abord et avant tout, il faut savoir qu'il n'y a rien à faire, dans le sens que
vous choisissez la personne que vous voulez en tant que procureur. Donc, les tierces personnes, euh, ils peuvent vous dire ce qu'ils en pensent, mais au final, si vous avez la capacité, la décision vous revient. Et vous ne pouvez pas non plus être forcé à faire vous-même votre procuration. Donc, les personnes qui sont en désaccord doivent respecter votre choix. Mais bien évidemment, s'il y a des problèmes qui sont liés à la procuration, par exemple, si le procureur abuse de ses pouvoirs ou si vous avez nommé plusieurs procureurs et il y a des conflits en termes de plan d'action ou prendre une décision, ben, le risque, ça serait d'aller devant les tribunaux pour que le juge puisse prendre une décision. Dans ce genre de situation, on dit souvent que peut-être qu'une approche raisonnable, ce serait de nommer une personne comme procureur et avoir un remplaçant si jamais l'autre veut agir ou ne pas agir. Et une autre façon aussi qui serait une approche raisonnable pour les autres, ça serait peut-être aussi de limiter les pouvoirs du procureur ou même préciser c'est quoi les tâches qu'il peut ou ne pas accomplir. Donc, vraiment mettre une clause dans la procuration, par exemple, dire à la famille, euh, dire au procureur, par exemple, de consulter la famille avant de prendre une décision importante face à vos biens ou consulter la famille avant de prendre une décision médicale. Donc ça pourrait être des approches raisonnables. Mais comme j'ai dit, toujours en cas de conflit, au final, il y a toujours un risque d'aller devant les tribunaux. Puis, si je peux enchaîner là-dessus, d'où pourquoi on en parle aujourd'hui, parce qu'on voit que la personne nommée procureur a énormément de pouvoir. Et dans le fond, on veut essayer de prévenir ce genre de situation en créant de bons documents juridiques qui reflètent réellement les intentions d'une personne. Euh, parce que c'est ça, si on ne fait pas le bon choix du procureur, ça ouvre la porte à de la maltraitance, potentiellement, la maltraitance des aînés, l'abus des aînés, comme on dit. Euh, il y a des facteurs qui ont été identifiés pour à prendre en considération, OK? Ça ne veut pas dire que ça automatiquement entraîne de la maltraitance pour les aînés, mais il y a des facteurs qui augmentent les risques de maltraitance dans le choix d'un procureur. Euh, donc, par exemple, si la personne généralement fait preuve d'hostilité, bon, ça c'est peut-être évident, mais peut-être aussi si la personne a fait de la dépendance à l'alcool ou aux drogues. Si la personne a une dépendance financière ou émotionnelle envers le mandant, ça peut créer des circonstances où le procureur ne prend pas en compte l'intérêt du mandat seulement. OK? Et aussi, certaines personnes voient le rôle d'aidant, vivent un espèce de stress ou voient ça comme un fardeau. Donc, ça aussi, ça peut augmenter les risques. Euh, la personne peut aussi avoir des problèmes de santé mentale, notamment la dépression. Ça aussi, ça a été identifié comme un facteur qui augmente les risques de maltraitance. Si la personne a aussi un faible état de santé générale, si elle vit seule. euh, Quelque chose dont on veut mettre l'emphase aussi, c'est toutes les familles ont des dynamiques respectives. Donc, si la personne a un lien relationnel difficile par le passé avec le mandant, par exemple un historique de violence familiale, ça l'ouvre la porte aussi à potentiellement plus euh, de risques de maltraitance. Hein. Et alors justement, parlant de maltraitance, quels sont les risques d'abus ou d'exploitation financière, surtout en lien avec les procurations? Enfin, je veux dire, quels sont comment ça se passe, quels sont les types, etc. Oui, donc, comme Kéla l'avait mentionné, bien évidemment, il y a toujours, le procureur a plein pouvoir. Donc, il peut faire tout ce veut, en autant qu'il a la capacité à pouvoir gérer vos biens.
Parmi les exemples d'abus, je dirais par exemple, ça serait de forcer la vente de vos biens, ça serait considéré comme un abus. Détourner des fonds, soit dans un autre compte ou à des autres fins. Euh, Faire des transactions bancaires sans autorisation. Ne pas gérer les biens dans vos intérêts ou ne pas fournir les biens qui sont nécessaires ou même faire des dépenses qui ne sont pas raisonnables. Donc ça pourrait être des exemples d'abus. Et ce sont les formes les plus courantes de maltraitance qu'on voit à l'heure actuelle. Hmm. Alors, si vous avez établi une procuration, choisi quelqu'un pour prendre des décisions à votre place, et puis vous vous rendez compte que peut-être c'était pas le bon choix, est-ce qu'on peut changer d'avis et nommer quelqu'un d'autre à tout moment? C'est plus complexe parce que ce n'est pas à tout moment, mais en autant que vous ayez la capacité mentale, on peut toujours révoquer la procuration qu'on a fait. La façon la plus simple, c'est en créant une nouvelle procuration. Hein. Puis on peut obtenir de l'assistance juridique pour faire ce genre de choses. Mais on va parler aussi d'autres outils qui sont disponibles gratuitement. Et dans le sens inverse, peut-être, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un, une personne aînée, perd sa capacité sans avoir une procuration en place? Donc, une personne aînée qui perd la capacité sans avoir la procuration, euh, la loi prévoit des mécanismes dans ce genre de situation. Ce qui veut dire qu'un tribunal peut nommer soit un tuteur à la personne ou un tuteur au bien, qui sera en mesure de prendre des décisions en votre nom. Donc, cela peut être, par exemple, une tierce personne, donc soit un proche, un membre de votre famille pourrait se porter volontaire et faire une demande au tribunal, ou cela pourrait être le bureau du tuteur et du curateur public s'il y a personne qui voudrait devenir procureur. Euh, dans ce genre de situation, c'est sûr que ces options, ça pourrait ne pas correspondre à vos préférences. Donc, si vous aviez l'idée, par exemple, de vouloir votre sœur en tant que procureur, mais vous n'avez jamais eu la chance de faire une procuration et vous devenez mentalement incapable et c'est devenu que maintenant c'est votre frère qui veut devenir votre procureur, donc, c'est sûr que dans ce genre de situation, ce n'était pas votre préférence. Donc, c'est pour ça qu'il est toujours préférable de faire la procuration, soit pour les soins de santé et de vos biens. Et comme ça, vous êtes sûr de nommer quelqu'un de votre choix à l'avance. Mais est-ce que ça arrive souvent, selon vous, parce que je connais quelques cas que la personne, elle voulait pas donner une procuration à ses proches, mais finalement, elle a commencé à avoir la démence. Et Mhm. puis là, les enfants ont dû aller en cours. Donc, est-ce que aujourd'hui ça se passe plus couramment qu'on pense ou les gens sont assez responsables pour donner la procuration à d'autres personnes? Donc, ça arrive assez souvent parce qu'il y a plus de monde qui n'ont pas de procuration qu'on le pense. Et c'est souvent lorsqu'un événement arrive qu'on se rend compte que, ah, il fallait qu'il y ait une procuration en place ou l'organisme ou l'hôpital, par exemple, à qui on fait affaire demande, c'est qui le procureur, c'est qui doit prendre les décisions. Donc, ça arrive le plus souvent qu'on le pense. Donc, c'est important de sensibiliser les gens par rapport à ça, là. Absolument, parce que du moment qu'une personne perd la capacité, à ce moment-là, c'est les proches qui doivent trouver l'information et nécessairement faire une procédure à la Cour supérieure de justice pour obtenir la tutelle. Ça peut engendrer des frais, évidemment. Donc, en créant ce genre de document, on évite la nécessité de cette démarche. Hmm. Et alors, d'un point de vue de la francophonie, puisque là, on parle en français, on est tous francophones, est-ce qu'il y a des obstacles culturels ou linguistiques pour la création ou le changement d'une procuration?
que les personnes peuvent rencontrer? En Ontario, on peut créer une procuration en français, entièrement en français. Dans certaines régions de l'Ontario, il y a un manque d'avocats qui offrent des services en français, un manque d'avocats francophones. Donc, une personne qui parle le français, qui est plus à l'aise en français, pourrait avoir de la difficulté à se trouver un avocat pour l'aider à créer une procuration. euh, En français du moins, là. Donc, évidemment, ça peut être un obstacle. À l'inverse, on peut s'imaginer un scénario où on apporte notre membre de la famille, on vous apporte chez le bureau de l'avocat. Et là, OK, maman, OK, papa, on va signer des documents importants. Et là, l'avocat commence à expliquer en anglais et les documents sont en anglais. À ce moment-là, il faut vraiment s'exprimer que on doit comprendre les documents juridiques qu'on signe parce que ça a des conséquences juridiques importantes. Et si c'est pas écrit dans la langue dans laquelle on est à l'aise, on peut manquer des détails et des nuances. Et parfois, c'est pas intentionnel. Comme on a expliqué la réalité, des fois, c'est pas évident. Néanmoins, c'est important de comprendre les documents juridiques que l'on crée, que l'on signe et exiger justement des services juridiques en français. Donc, faire l'effort de trouver un avocat qui offre des services juridiques en français pour ce faire, pour créer ces documents juridiques-là. Surtout que le jargon juridique, là, c'est pas des plus simples, hein? Donc, Non. euh, Non, c'est ça. On parle de procureur, de mandant, c'est quoi ces bébites-là? Évidemment, on a besoin de quelqu'un qui, oui, nous l'explique en français, mais aussi capable de le concrétiser, de simplifier le langage en langue courante aussi, là, pour qu'on comprenne ce qu'on signe. ouais. Vous n'avez parlé un petit peu au niveau de limiter les pouvoirs du procureur. Comment ça peut se faire, ça? C'est-tu inscrit dans le document, dans un document? C'est-tu quelque chose qu'on inscrit dans un document? Comment ça marche? Tu sais, parce que moi, là, si je veux donner la procuration à mon fils, ben, je limite ça à quoi? Puis comment je fais ça? Donc, souvent, les limitations se font directement dans le document de la procuration. Donc, il va y avoir une section dans la procuration qui vont stipuler c'est quoi les limites qu'on voudrait donner au procureur. Par exemple, dire au procureur de consulter la famille avant de vendre la maison. Donc, ça pourrait être un exemple. Consulter la famille avant de prendre des décisions, soit par rapport à faire une opération ou transfusion sanguine, etc. Donc ça peut être un genre de limitation qu'on pourrait ajouter au pouvoir du procureur. Il y a aussi euh, un des exemples au niveau financier, ça serait peut-être de dire que la personne est en mesure de payer uniquement les factures ou automatiser les finances. Comme ça, on sait que c'est le montant exact des paiements de factures qui se font, que la personne ne peut pas retirer plus que, par exemple, 3 000 $ par mois. Donc, il y a toujours une façon dans le document de mettre des restrictions, ce qui viendrait limiter la responsabilité pas la responsabilité, mais la tâche du procureur. Oui. OK, intéressant. Je crois que Denise, tu avais des questions sur les stratégies. Oui, oui. Donc, on a un petit peu plus de renseignements, là. Donc, c'est super intéressant. Euh, moi, je suis allée dans l'Internet pour avoir un formulaire de procuration, puis hey, c'était un peu complexe, là. Donc, si vous pouviez nous donner pas des stratégies, mais au moins où est-ce qu'on peut aller chercher de l'info là-dessus. Et puis aussi pour le formulaire, hein, parce que j'ai pas trouvé ça simple pour aller chercher un formulaire. Donc, tu sais, est-ce qu'on passe par nécessairement un avocat? Est-ce que le centre d'information, vous avez quelque chose? Donc, si on veut quelque chose de très légal,
Mhm. Donc, c'est quoi qu'on fait? Oui, il y a plusieurs ressources qui sont disponibles. C'est pas nécessaire d'avoir un avocat pour créer une procuration, donc on peut le faire par nous-mêmes. Il y a une trousse de procuration gratuite qui est offerte par le ministère du procureur général, qui est disponible en ligne en français, qu'on peut télécharger. Il y a aussi sur le site Justice Pas à Pas qui comprend de l'information dans la section Testament et succession. Ça offre de l'information générale en langage clair de ce qui est une procuration, par exemple. Et il y a aussi un outil gratuit de parcours guidé qui permet de créer des procurations. Et ce qui est intéressant avec cet outil, c'est que il est possible de répondre aux questions étape par étape. Donc, c'est pas un document qui génère plein de questions qu'on voit dans une page. C'est vraiment étape par étape. Combien de procureurs que vous voulez choisir? Est-ce que vous voulez un remplaçant? Oui ou non? Donc, étape par étape, vous pouvez répondre à des questions. Le Centre d'information juridique de l'Ontario, là où je travaille, ça permet d'avoir une rencontre de 30 minutes gratuite avec un avocat. Donc, si une personne a des questions concernant les procurations de façon générale, ils peuvent aussi utiliser ce service. Et c'est disponible à tout le monde. Il n'y a pas de critères d'admissibilité. C'est confidentiel. C'est accessible à tout le monde. N'importe qui peut nous appeler. Et il y a aussi le site internet justicenet.ca. Donc, désolé, cliquez justice.ca. Donc, ça, c'est un portail. Donc, c'est pan-canadien. Il y a aussi une section en Ontario. Il comprend de l'information simplifiée qui permet au public de comprendre c'est quoi leurs droits, c'est quoi leurs obligations. Et il y a aussi une section où on trouve décès et testament et il y a des articles sur la procuration. Donc, il y a pas mal de ressources gratuites qui sont disponibles pour le public s'ils veulent obtenir de l'information ou même créer par eux-mêmes des procurations sans avoir nécessairement recours à un avocat. Donc, avoir un avocat, c'est optionnel. Oui, c'est possible d'avoir un avocat, surtout si vous avez une situation qui est complexe. Donc, par exemple, si vous avez des biens à l'extérieur de l'Ontario ou à l'étranger, ou si vous avez une entreprise. Donc, dans ce genre de situation, ça peut être plus complexe. Donc, les gens seraient plus portés à engager un avocat, mais c'est quand même possible de le faire par nous-mêmes, par soi-même. Donc, quand on remplit un formulaire en ligne, euh, ou si moi je remplis un formulaire de procuration, OK? Donc là, comment on le fait pour le légaliser, là? Comment j'envoie ça à mon avocat? Comment ça devient officiel? Comment ça devient? Tu sais, OK, moi j'ai mon fils signe la procuration, mais ça, c'est-tu vraiment légal, là? C'est quoi Oui. la deuxième étape pour ça, là? Oui. Donc, il y a pas, le terme, c'est pas vraiment légalisation dans le sens qu'il faut que ce soit formel. Donc, que ce soit la procuration au bien ou la procuration de la personne, ce qui est important, une fois que le document est généré et que vous le signez, vous devez avoir deux témoins. Donc, il faut y avoir deux témoins âgé de 18 ans, qui n'est pas le procureur, qui doit signer le document en même temps que vous. Donc, signé et daté. Donc, ça remplit les critères d'une procuration légale. Donc, la procuration n'a pas à être notariée, la procuration n'a pas à être signée par un avocat, à moins, bien évidemment, vous engagez l'avocat, mais sinon, deux témoins âgés de 18 ans. OK. Donc, moi, je vais revenir aux stratégies que Bénédicte a parlait. Donc, en tant que réseau de la prévention de la maltraitance des personnes aînées, donc, c'est quoi notre organisme devrait soit continuer à faire ou innover au niveau de stratégie pour sensibiliser les personnes à ce niveau-là? Parce que nous, on fait des ateliers, mais y a-t-il d'autres choses qu'on peut faire?
Donc, les ateliers, c'est toujours une façon d'informer le public. Faire aussi de la publicité, utiliser des réseaux sociaux, ça permet de rejoindre le plus de monde que les membres, que les gens qui sont membres de l'organisation en tant que tels. De bouche à oreille, ça c'est aussi une autre façon de pouvoir circuler les formations. Donc, c'est ça que je pourrais penser et aussi faire des partenariats avec différents organismes. Ça, c'est une autre façon aussi de rejoindre le plus de monde. OK. Et c'est vrai que quand on parle de prévention de la maltraitance à notre réseau, on parle toujours de l'importance des rôles des personnes qui sont autour de la situation, qui ont euh, très probablement des signes visibles autour d'eux. Donc là, on parle autres membres de famille, on parle voisins, amis, personnes avec qui vous avez des activités sociales, etc. Mais c'est vrai que pour ces personnes-là, des fois, ça peut être difficile de reconnaître les signes. Alors, est-ce qu'il y a des signes d'abus, surtout abus de procuration, mais même abus en général, qui devraient alerter des proches ou des professionnels? Oui, absolument. Je peux parler au niveau des biens. Certains signes d'abus qu'on peut considérer, ça serait dans un premier temps l'isolement social. C'est un exemple parfait. Surtout si c'était une personne active et de plus en plus, cette personne commence à perdre contact avec ses proches ou passe de plus en plus de temps avec une personne ou une personne tierce ou un ami vient récemment habiter dans la maison, puis on se rend compte que c'est cette personne qui commence à prendre des décisions. Donc ça pourrait être un signe. Si la personne a de la difficulté à payer ses factures, donc de plus en plus, on sait qu'il y a quelqu'un qui est procureur, mais il y a des agents de collection, de recouvrement qui appellent parce qu'il y a des factures en retard. Donc ça pourrait être un signe aussi que la personne gère mal la procuration. Les retraits d'argent inexplicables, ça pourrait être un signe d'abus. Forcer la personne à vendre ses biens, à signer des documents, à prendre des billets d'argent qui ne sont pas nécessaires, ça pourrait être des exemples d'abus de la procuration par rapport aux biens. Euh, je ne sais pas si Kayla aurait des exemples au niveau de... La procuration relative aux soins, c'est un peu plus zone grise, je dirais, que de l'abus pour la procuration relative aux biens qui, bon, peut être cachée, mais néanmoins est un peu plus évidente, hein. On voit, on a des preuves un peu plus tangibles. Euh, Tandis que pour la procuration relative aux soins de la personne, ça peut prendre la forme de euh, priver la personne de conditions raisonnables, de confort, de sécurité, même de logement aussi, là. Ça peut se manifester de cette façon-là. Euh, Quelque chose d'un peu plus évident, c'est si la personne a un manque, s'il y a un manque d'hygiène, ça peut être aussi un signe qu'on ne s'occupe pas de la personne, là, de ses soins, de ses soins de santé. Donc ça serait d'autres signes qui seraient les plus évidents pour l'abus, pour la procuration relative aux soins de la personne. Des changements drastiques dans la façon dont elles vivent, dans leur hygiène par rapport à ce que c'était avant, peut-être? Oui, Ou... c'est ça. Oui. Ouais, ouais, on s'entend que, ouais, bon, l'hygiène, c'est relatif aussi, là, mais non, c'est ça. Euh, Comme, disons, des signes de négligence envers ça. Surtout si c'est un gros changement de la personnalité. On sait que cette personne-là, par le passé, euh, s'occupait beaucoup de ce genre de choses et que là, tout à coup, on voit que c'est négligé. Euh, oui. Et alors, au niveau de la prévention, les mesures préventives que quelqu'un peut mettre en place pour se protéger elle-même. On a parlé justement, voilà, avoir une procuration avec des clauses spécifiques, ça on en a parlé. On a parlé de pas signer un document sans l'avoir bien relu et bien compris. Est-ce qu'il y a d'autres mesures que vous recommandez?
Oui, c'est justement sur quoi je voulais enchaîner. C'est que au-delà du document même, si on parle de la prévention de maltraitance, il y a des facteurs de protection qui peut réduire les probabilités qu'une situation de maltraitance se développe ou si elle est déjà en place, qu'elle perdure. OK? Donc, il y a des éléments propres à la personne aînée, par exemple, si elle a des bonnes habiletés de gestion du stress et qu'elle est capable de les appliquer quand que le moment est venu, elle a besoin de le gérer. Euh, une- Si une personne est capable de facilement exprimer ses émotions, ses sentiments, ses volontés. Donc, on voit ici des caractéristiques personnelles d'une personne. Ce sont des facteurs de protection. Et ça peut être développé aussi, hein. Euh, Détenir aussi une connaissance de soi-même qui permet de reconnaître quand on a besoin d'aller chercher de l'aide. OK? Il y en a des gens qui ne veulent pas de l'aide, mais il faut développer cette connaissance-là et de savoir sur qui on peut s'appuyer. Connaître ses droits, hein, comme le genre de balado qu'on fait aujourd'hui, connaître ses droits, être informé et aussi s'outiller pour être en mesure de trouver les informations aux besoins, même si on les connaît pas activement, hein. Donc, développer un sentiment de compétence pour avoir accès aux ressources nécessaires quand on a besoin. Et les autres facteurs de procuration, je dirais, pas de procuration, les facteurs de protection, je dirais, on peut résumer ça comme se sentir connecté avec sa communauté. Donc, être engagé socialement, faire partie de clubs, d'activités sociales où on a de l'interaction avec les gens. Euh, Avoir des visites ponctuelles de la famille et des amis. Ça, ce sont des genres de situations qui peuvent aider à prévenir la maltraitance parce qu'il y a un entourage et une communauté aussi qui peut voir justement des signes d'abus potentiels. Mhm. Denise, est-ce que tu avais d'autres questions? Euh, donc, bon, on a pas mal discuté du sujet. C'est assez intéressant. Je veux juste une précision au niveau tu sais, est-ce qu'il y a une différence entre une personne qui est au niveau des testaments? Est-ce que c'est souvent la même personne qui est comment est-ce qu'on appelle ça là L'exécuteur testamentaire. l'exécuteur testamentaire puis le procureur, c'est un peu une différenciation, nous dire un petit peu une différenciation à ce sujet-là? Ben, il y a une très grosse différence dans le sens que la procuration, les procurations, ça, ça prend effet de notre vivant, OK? Généralement, ça prend fin à notre décès, hein. Euh, et au moment de notre décès, la personne qui prend en charge le rôle de gérer nos biens et euh, de payer les funérailles, ce genre de choses, c'est dans le testament. OK? Donc, parfois, quand on va voir l'avocat pour aller faire ces procurations, on nous vend ça un peu comme un tout. On fait les procurations et le testament. Donc, les deux procurations aux biens, aux soins et le testament comme une espèce de tout, là, un prix complet, hein. Mais ce sont des documents qui prennent effet à des moments différents. Et ce n'est pas nécessaire qu'on nomme la même personne pour chaque procuration. Ce n'est pas nécessaire qu'on nomme les mêmes personnes pour les procurations et le testament. Ça peut même être trois personnes différentes. Ça peut être un ensemble de personnes aussi, puisque, comme on a vu, on peut avoir des procureurs remplaçants au cas où que, disons, quelqu'un nous a est décédé avant. Évidemment, ils ne peuvent pas agir comme notre procureur ni notre exécuteur testamentaire. Donc, c'est important de prévoir des remplaçants pour cette raison aussi. Donc, une autre chose à prendre en considération parmi tant d'autres choses.
D'accord, il y a vraiment des précisions, hein, au niveau juridique aussi, là, qui est assez souvent assez complexe. Donc, on va continuer à offrir de l'information au public puis à nos membres aussi. Donc, je sais pas, est-ce que vous avez d'autres conseils à donner à notre auditoire? Faut dire, on a eu pas mal là, aujourd'hui, Moi, mais j'avais encore des questions, OK, bien vas-y, entendu, vas-y, aussi. Bénédicte. Au sujet particulièrement de la prévention de la maltraitance et de quoi faire dans ces cas-là, quand on est quelqu'un qui remarque qu'un procureur abuse de son rôle ou simplement même ne respecte pas les souhaits de la personne concernée. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, si on est témoin d'une situation de maltraitance ou de violence envers une personne âgée, des fois, ce n'est pas nécessairement une situation urgente, on n'est pas certain, mais c'est une situation qui peut nous paraître suspecte. À ce moment-là, vous pouvez appeler votre poste de police local et appeler les lignes non urgentes. Demander à quelqu'un parler à quelqu'un qui a une formation ou de l'expérience en maltraitance des aînés ou en violence familiale. Donc, ça, c'est une option. Une autre option, c'est la ligne d'assistance aux personnes âgées. Donc, la ligne d'assistance aux personnes âgées fournit des contacts et des informations sur les organismes provinciaux qui peuvent vous aider dans les cas de violence et de maltraitance à l'égard des personnes âgées. Donc, chaque province a ses propres lignes d'assistance et programmes, mais la ligne d'assistance aux personnes âgées recense tout ça. OK? Pour l'Ontario spécifiquement, il y a le bureau du tuteur et du curateur public qu'on peut contacter aussi. Et il y a des organismes comme Prévention de la maltraitance envers les aînés Ontario qui ont des ressources en français, des fiches d'information, des webinaires en français qui traitent justement de ce sujet. Donc, dépendamment de ce que vous êtes témoin, de ce que la personne vit, il y a des services qui peuvent s'adapter selon la situation, selon le niveau d'urgence aussi. Merci beaucoup. Et puis, bien entendu, on va partager les ressources dont vous avez fait la liste avec nos écouteurs. Donc, vous aurez accès à tous ces liens à la fin de l'épisode. Euh, on a un peu plus tôt, je crois, Jaël a mentionné Cliquer Justice. Est-ce qu'il y avait autre chose que vous vouliez dire à propos de ce portail? Ben, Ou... en fait, moi, je voudrais juste ajouter là-dessus, complémenter que le RP MAFO, en collaboration avec cliquerjustice.ca, vient de lancer des infographies sur la prévention de la maltraitance. Donc, ça pourrait être intéressant que le public aille visiter le site de cliquerjustice.ca. Il y a plein d'infographies. En fait, c'est vraiment un site super intéressant au niveau d'informations de toutes sortes au niveau juridique. Mais nous, on est particulièrement fiers de nos infographies en prévention de la maltraitance des personnes aînées. Donc, je lance un petit peu un billet là-dessus. Super de partager ça. Merci, Denise. Denise, dernière question. Est-ce que tu... Ben, on avait une question un petit peu plus large, peut-être pour finir. Tu sais, comme on parle tout le temps de la vitalité des personnes aînées, hein? Donc, avez-vous une couple de conseils pour nous autres par rapport qu'on pourrait donner à notre auditoire là, pour vieillir en toute vitalité? Si vous le voulez le faire par rapport au juridique, envoyez fort. Si vous avez quelques conseils un petit peu plus larges, ça serait possiblement intéressant aussi. Donc, au niveau de la vitalité, comment est-ce qu'on fait pour que notre population de personnes aînées là, reste en santé, soit comprendre le mieux-être, etc. Euh, Moi, je dirais, surtout au niveau, il y a des facteurs, je dirais, qui pourraient être liés à l'environnement ou les risques, par exemple, une situation de maltraitance pourrait être réduite. Ça serait peut-être de partager
un réseau social de qualité avec des gens en qui vous avez confiance. S'assurer de vivre dans un environnement qui est sain et qui est sécuritaire. Euh, aussi, garder contact avec vos familles, vos amis, ne pas perdre contact. Euh, Important aussi peut-être de joindre un groupe social pour faire de nouvelles connaissances. Parfois, ça aide aussi avec le moral. Si la personne est capable, s'assurer peut-être de se garder physiquement et mentalement active, faire du bénévolat pour socialiser avec les autres, pour acquérir de l'expérience et de la compétence, participer à des programmes communautaires. Comme ça permet aussi de découvrir c'est quoi les ressources qui peuvent être disponibles, tant au niveau social que personnel, que légal. Donc, toutes les ressources qui sont disponibles. Donc, ça serait aussi une bonne idée euh, de participer dans des programmes communautaires. Hum, super, super. Kayla, toi, as-tu un dernier mot? J'aimerais juste mentionner, on l'a mentionné tantôt, juste un rappel, le bouche à oreille, c'est très important. Donc, une autre façon, un prétexte, voir pour communiquer avec d'autres. Hey, j'ai entendu des informations juridiques très intéressantes, très pertinentes, qui peuvent avoir un gros impact sur notre vie si on les a pas en place. Et partager justement ce genre d'informations quand vous la trouvez utile à vos proches. Euh, et peut-être même tendre la main aux gens qui peut-être que vous connaissez moins ou que vous savez qui sont nouvellement arrivés au Canada, OK? Qu'ils soient francophones ou parlent une autre langue, peut-être de leur dire qu'il existe des centres d'information comme le nôtre, le Centre d'information juridique de l'Ontario, qui peuvent les aider en français, en anglais, ou même aussi on peut trouver d'autres façons pour communiquer à l'aide d'interprètes, par exemple, si jamais c'est pas possible dans les deux langues officielles. Et nous ne sommes pas les seuls. Il y a d'autres centres aussi. Suffit de demander s'il y a une possibilité pour accommoder ce genre de requête auprès des services. Donc, ne pas se gêner de demander pour un interprète au besoin. Mhm. Ça, c'est super Donc, important. juste pour dire que là, je suis super bien informée pour approcher mon fils pour la procuration. Donc, bien contente. Merci beaucoup, hein. Et puis maintenant, tu vas pouvoir aussi servir d'exemple en disant à tes amis, moi j'ai fait ça. Si vous avez Ouais, besoin de détails, j'ai fait tout un épisode de balado sur le sujet. oui, Bon, oui, oui. eh ben, je crois qu'on est arrivé à la fin de notre session. Je suis sûre qu'on pourrait encore parler pendant 1 heure, mais quand même, on va s'arrêter là. Donc, merci beaucoup, Denise, pour avoir co-organisé ça. Et puis, merci surtout à Jaël et Kayla d'avoir participé et d'avoir partagé votre expertise avec nous, parce que c'est quand même un sujet bien dense et vous avez rendu ça très clair. Donc, on encourage bien entendu tous nos auditeurs et auditrices à s'informer davantage maintenant sur les procurations. Vous avez les infos de base et puis vous pouvez commencer à y réfléchir, commencer à parler de vos souhaits avec vos proches et réfléchir un peu à comment vous allez faire ça. Pour retrouver les liens vers toutes les ressources dont on a parlé aujourd'hui, vous pourrez consulter les notes de l'émission sur la plateforme que vous utilisez pour écouter vos balados. Et puis, bien entendu, vous pouvez retrouver les autres épisodes de ce balado de la série en anglais partout où vous écoutez vos balados, ainsi que sur la chaîne YouTube de Elder Abuse Prevention Ontario, prévention de la maltraitance des aînés de l'Ontario. Vous pouvez aussi aller sur leur site, qui est eapon.ca, pour en savoir plus sur les procurations et puis aussi pour trouver d'autres fiches d'information, des vidéos, des ressources sur d'autres sujets qui ont rapport à la prévention de la maltraitance et à la protection des droits des personnes aînées. Et puis un petit rappel, n'oubliez pas, si vous avez apprécié cet épisode, apprécié le balado, la meilleure façon de soutenir ce nouveau programme, c'est de l'aimer, de le partager, de laisser des commentaires, parce que toutes ces actions, ça aide à améliorer le classement des épisodes et pour que d'autres personnes puissent le découvrir et aussi apprendre quelque chose d'intéressant. Et puis, finalement, on va souligner que le balado est financé par le programme Nouveaux Horizons pour les aînés du gouvernement du Canada.
Il a été produit et monté par Todd Miller du Podcast Experts avec le soutien de Lisa Willifield, qui est la coordinatrice du projet. Ça nous a fait très plaisir de vous parler aujourd'hui. À la prochaine.